Il faut déjà que je précise que j'habite dans un village du Rouergue depuis une dizaine d'années et j'ai vécu auparavant longtemps à Paris et j'aimais beaucoup fréquenter les bouquinistes et notamment ceux des quais de Seine. Et quand je suis allé m'installer à la campagne, j'ai cherché en fait, j'ai cherché à retrouver des bouquinistes et il en existe qui sont disséminés dans des villages. La région où j'habite, entre Albi et Toulouse, est relativement touristique et il y a des villages comme Cordes ou Quélus, Saint-Antonin, qui chacune a son petit bouquiniste. Et donc j'avais pris l'habitude d'en fréquenter un en particulier parce qu'on nous arrivait de papoter. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il me faisait découvrir, était très curieux d'auteurs qui avaient pu exister un temps, avoir un certain, une certaine reconnaissance à une époque des premières décennies du XXe siècle et puis qui ont pu tomber dans l'oubli. Et donc il me disait, tiens, j'ai lu tel auteur, tu connais? Non, ben vas-y, prends ce bouquin, tu verras, tu vas pas être déçu. C'est comme ça que ce livre m'est arrivé entre les mains. Ça vient sans doute du fait que euh, il y a déjà ce parcours qui traverse une bonne partie du XXe siècle et, et qui est relativement engagé. Ce Smith euh, a, pour, a pour modèle, à un moment donné, il va croiser la route et même assez longuement de George Orwell. Il a une attirance pour ces personnalités hors du commun qui, qui ne mettent pas l'écriture en premier. Ils vivent d'abord et ensuite de ce vécu. Donc ils vivent à fond. Ce sont des gens qui vont s'engager politiquement, Orwell partira faire la guerre d'Espagne, comme Hemingway y est allé, et puis ensuite ils ont des choses à raconter. Et Smith marche dans leurs pas. Il n'a probablement, à l'origine, il n'a probablement pas leur trempe, mais il est attiré par ces gens-là. Et moi, je suis attiré par ce personnage de Smith qui, justement, n'a pas cette figure, entre guillemets, de héros. Il essaye de se constituer un personnage. Ouais, en fait, au départ, Smith naît au tout début du 20e, en 1903. Il naît en Angleterre. Il a une enfance bon, qui n'est pas forcément, qu'on ne peut pas qualifier de banale ou de normale dans la mesure où il ne sait pas qui est son père et sa mère est une cuisinière allemande. Quand on décide de commencer le récit, on est en 1915, donc il est entré dans l'adolescence d'Over Smith et il fait sa dernière année dans une prep school. Il n'y a pas d'équivalent vraiment en France. En fait, la prep school couvrait les années scolaires de l'âge de 8 à 13 ans. Et après la prep school, on essayait, pour les plus brillants, on essayait de tenter ces collèges d'élite que sont Eton, Harrow ou d'autres. Donc là, on le rencontre, on fait sa connaissance quand il est en dernière année, il a 13 ans. Et donc on apprend qu'il est le fils de la cuisinière de l'école de Landprior. Et on va suivre sa vie parce qu'en fait, s'il parvient à aller à Eton, c'est parce qu'il il commet un acte qui aurait pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques euh, que ce qui s'est passé. Et puis encore une fois, sur un malentendu, le directeur de l'école le, le pousse, l'aide à décrocher une bourse pour Eton. Et à partir de là, ce Dover Smith, qui voit son avenir se dessiner à cause d'une espèce d'imposture,
il va, il va à la fois culpabiliser et en même temps se dire, bon, euh, c'est peut-être une aide qu'il faut que je prenne, je prenne, que j'accepte et que je fasse tout pour mériter en fait ce coup de pouce de la part du directeur de cette école. Parce qu'en fait, socialement, il n'aurait jamais pu obtenir Eton s'il n'y avait pas eu l'aide de ce directeur. Alors moi, dès le départ, je tenais à ce qui est du narratif. C'est à la fois une question de goût. J'aime énormément les bandes dessinées qui ont un texte en off qui raconte et qui fait que la bande dessinée est aux lisières de la littérature. Ça, j'aime énormément. En fait, si je devais qualifier ma propre, mon propre parcours, je fais de la bande dessinée parce que j'aimais la littérature. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont arrivés à la bande dessinée parce qu'ils adorent le cinéma. J'aime le cinéma, mais je sais que moi, c'est la littérature qui m'a amené à faire de la bande dessinée. Et évidemment, le dessin arrivé. Donc, pour moi, le narratif, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans pas mal de mes albums et qui, à force, est devenu de plus en plus naturel. Et mon objectif, c'était d'arriver à rendre ce narratif le plus fluide possible et qu'il soit même lu et agréablement lu par des... C'est le pari que je fais par des personnes qui pourraient se dire oh là là, tout ça à lire dans cet album, non, franchement, je préfère quand on en dit, on en montre le maximum par l'image. Et comme sa vie est extrêmement dense, je m'étais dit, ça permettra aussi en jouant sur le contenu de ces narratifs, d'avoir des ellipses dans certains moments de sa vie. Sinon, il nous aurait fallu 15 tomes. Il a été nécessaire effectivement de faire un gros travail. Alors, il y a en premier lieu le propre travail que je fais et je m'appuie notamment sur le journal de Virginia Woolf. Virginia Woolf, c'est quelqu'un que je connaissais depuis pas mal d'années. J'avais dû lire Mrs. Dalloway, mais il y a très longtemps. Et puis j'ai appris qu'elle avait tenu un journal des années 1915 jusqu'à son suicide en 1941. Et elle raconte quasiment son quotidien. C'était même une aristocrate, Woolf, dans cette Angleterre qui effectivement a encore toute la période victorienne est encore très présente, et puis arrive la Première Guerre mondiale qui va profondément bouleverser bien sûr toute l'Europe, mais aussi la société anglaise. Et ça me passionnait. J'avais vachement envie qu'on sente à travers la jeunesse de Smith comment l'Angleterre vit. Elle n'a pas vécu la guerre comme la France a pu la vivre, l'Angleterre. Euh, dans ce que raconte Smith, et je l'ai retrouvé aussi dans une biographie d'Orwell, parfois ils oubliaient que c'était la guerre, sauf au moment des privations de nourriture notamment. Mais sinon, c'était un lointain écho, sauf quand parfois les zeppelins venaient survoler les côtes et arrivaient jusqu'à Londres. Et ça, on le raconte notamment dans le deuxième tome. Euh, ils voyaient les chasseurs allemands qui étaient encore des biplans qui partaient en catastrophe en direction des côtes et ils se disaient bon, on a encore un zeppelin qui est en train de chercher à venir survoler la capitale. Je ne sais pas s'il avait cette connaissance. En lisant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Guillaume, j'avais déjà écrit une soixantaine de pages, non pas de scénario, mais une soixantaine de pages de ce que je voulais raconter, prendre de la vie de Smith. Et donc, il a eu ça entre les mains. Il n'a pas eu que le premier tome entre ses mains, Guillaume. Il a eu tout ce que j'avais envie de raconter. Voilà. Et ça, c'était la première étape. Et à partir de là, il s'est dit, bon, pendant que le premier tome sera en train d'être écrit et découpé par mes soins, je vais commencer à faire des recherches.
Et il s'est imprégné déjà de cette Angleterre des années, on commence en 1915 et on va à la fin du deuxième tome, on est en 1921-22, avant le départ en Chine. Et donc c'est quand même un nombre de pages assez important où effectivement il faut qu'on retrouve cette, cette Angleterre des 20 premières années. Et il a fait, non, non, je pense qu'il a fait un énorme travail de documentation de son côté, à travers des bouquins, des photos, des séries qui sont aussi vachement bien faites maintenant. Bah, parce que quand je l'ai rencontrée et qu'elle nous a raconté la manière dont ça s'est passé, comment elle a découvert, le choc que ça a été, oh, je me disais, mais c'est passionnant, quoi. C'est touchant. Alors bon, bien sûr, on lui a demandé, puis elle a accepté, elle trouvait ça plutôt sympa. Et, euh, et je me suis dit, du coup, ce qui pourrait être vraiment super, c'est qu'en 6 tomes, on raconte 70 années de la vie de ce Smith et en parallèle, une semaine de la vie de cette Anna Laurence qui devait venir à Saint-Véran récupérer cette malle qui était destinée à sa propre mère. Elle met le nez dans cette autobiographie qui est plus une espèce de testament au départ qui est destiné à sa mère parce que sa mère a connu Smith à un moment donné. Et Anna Laurence se dit, j'ai jamais entendu parler de ce bonhomme, qui c'est ce vieil anglais, comment il aurait pu être l'amant de ma mère, parce que c'est la première chose qu'elle s'imagine. Et elle commence à lire cette biographie et se dit, mince, il y a un truc, il y a quelque chose, je vais découvrir quelque chose de probablement assez énorme, et je ne veux pas, je ne vais, j'ai pas envie d'aller tout de suite aux pages concernées pour savoir ce qui a pu les lier, ma mère et lui. Donc je vais lire ce qu'il a, je vais lire sa vie, comme ça j'y arriverai progressivement et peut-être que je comprendrai mieux. Sur l'aspect purement scénaristique, euh, moi c'est effectivement ce qui me plaît, c'est d'utiliser le présent, enfin on est en 1984 quand Anna Laurence va à Saint-Véran. Euh, ça permet aussi, oui, ça permet des respirations parce que je parlais des 2 premiers tomes qui vont rester dans cette Angleterre post-victorienne. Et puis tout d'un coup, au détour d'une ou 2 pages, hop, on se retrouve à Saint-Véran. On est en plein mois de juin, et ce mois de juin-là, ben, Saint-Véran s'est perché à 2000 mètres d'altitude, et il se met à neiger. Et elle vient de Nice, elle trouve ça complètement surréaliste. Elle devait faire un saut à Saint-Véran, il restait une journée, le temps de récupérer les affaires de ce Smith et rentrer chez elle. Et puis cette neige arrive, et ça la bloque une journée de plus, et puis en définitive, elle va décider d'y rester quelques jours de plus parce qu'elle se dit finalement, c'est peut-être ici qu'il faut que je découvre tout ça. Je vais rester avec le fantôme de Smith, le temps de comprendre qui il a été pour ma mère. Voilà. Oui, oui, bah c'est quasi permanent parce que euh, c'est très. Je vous parlais des narratifs tout à l'heure et c'est loin d'être évident d'avoir un narratif fluide. Le travail que j'envoie à Guillaume, j'essaye le moins possible d'être intrusif dans sa mise en page. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas parce que euh, j'aime- j'adore quand je reçois un storyboard et ce storyboard me fait découvrir des images auxquelles je n'avais pas pensé parce que le scénariste il a forcément un petit film qui se déroule au fil de son écriture et on aurait tendance à dire bon bah voilà il se passe ça, il se passe ceci, il se passe ceci dans tel cas, tel cas, tel cas et, et on espère en fait que le dessinateur va si on travaille comme ça on espère que le dessinateur va suivre presque à la lettre ce qu'on a voulu parce on se conditionne tellement le film qu'on se fait au moment où on écrit a l'air d'être tellement le bon film que si le dessinateur ne suit pas les indications qu'on aurait pu donner, qu'on aurait pu fournir, on est frustré. Et moi, c'était un peu le défaut que j'avais dans mes premiers scénarios. Puis à un moment donné, je fatiguais et puis dans la collaboration n'était pas forcément des plus passionnantes à cause de cela. Donc j'ai lâché
cet aspect-là des choses. Et ce que j'envoie à Guillaume Martinez ressemble à une espèce de continuité dialoguée. Voilà, il y a les narratifs, il y a les dialogues, et puis il y a des indications qui sont de type décor, fringues quand c'est important, et puis quelques idées de mise en scène, mais sans plus. Je dis pas on est telle page, sauf quand il y a des scènes qui sont un peu compliquées. Là, je lui dis, écoute, voilà, moi il m'était nécessaire de vraiment découper en détail, mais à toi de voir. Et puis lui, il me renvoie des pages storyboardées. Et là, je redécouvre mon histoire. Là, je sens qu'il s'accapare complètement et les personnages et l'ambiance. Et moi, ça me fait un bien fou, quoi, parce que là, je me dis, ah oui, il va ressembler à ça, le bouquin. Je ne savais pas trop à quoi il ressemblerait, mais c'est lui qui a eu l'idée, par exemple, d'un découpage en gaufrier, qui est plus ou moins respecté, mais sur la base de 3 strips et 9 cases maxi, euh, qui est un peu qui sera un peu la structure de base des 6 albums, et puis il en joue plus ou moins. Je pense je crois que je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais pas tant d'imagination que ça. Il y a certains auteurs qui en débordent, et je les ai longtemps enviés. Moi, en revanche, j'ai besoin d'avoir les 2 pieds ancrés dans notre géographie, dans notre histoire. J'ai besoin d'énormément me documenter, et j'ai compris au bout d'un certain nombre d'années de pratique que ce qui me plaît le plus, c'est de, c'est de, c'est d'extrapoler, de récupérer un personnage qui a pu exister. C'est ce que j'ai fait avec Martha Jane Canary, c'est ce que j'ai fait aussi avec le personnage de Joseph Conrad, pour des raisons qui sont vraiment très très différentes. Euh, Arriver à en faire des personnages qui deviennent pour le coup des personnages de fiction, parce qu'on est obligé de, de, de réinventer un peu leur vie par moment.